vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Le Japon est rempli de figures fantastiques faisant partie d'une culture héritée de croyances ancestrales, très souvent de la part de castes sociales, s'en servant comme représentation des différents maux les touchant. L'histoire qui va suivre ne fait pas exception à la règle. Et la Yama-uba est l'une de ces figures. Elle appartient aux yokai, les esprits ayant une forme physique qui prennent plaisir, pour la grande majorité d'entre eux, à tourmenter les humains ou à s'en servir pour leur propre plaisir. C'est l'une d'elles que va rencontrer un couple fuyant un destin voulu par un père dominateur, et qui vont découvrir que les légendes des livres d'histoire comportent toujours un fond de vérité, ancré en plein cœur des territoires de l'autre monde. Yama-uba, la sorcière des bois. La confiance que l'on peut porter aux autres dépend de plusieurs facteurs. Apparence, environnement, comportement, mode de vie, ou artistique ou culinaire. Chacun de ces petits éléments constituant l'essence même d'une personne peuvent être déterminants dans l'avis d'accorder de se faire approcher par la personne se trouvant en face de vous, que ce soit une rencontre fortuite ou bien par le biais d'une de vos connaissances qui vous l'a présentée. Certains vont faire plus confiance à des hommes, d'autres à des femmes, et d'autres encore vont se fier à leur instinct, tout simplement. Mais ce sentiment, cette première impression qui, bien souvent, est déterminante dans vos futurs contacts ou non envers votre interlocuteur, n'est pas toujours exempte de défauts, car certaines personnes cachent quelque chose en eux. Et leur apparente bonhomie, leur calme, leur gentillesse de surface, n'est en fait qu'un appât pour mieux berner leur proie, et faire ressurgir en elles des regrets, une fois s'être aperçus de leur erreur de jugement premier. C'est une expérience de ce type qu'ont vécu Akiko Nobuhiko et son petit ami, Minjae, après que ces deux âmes sœurs aient décidé de s'enfuir, n'acceptant pas le refus du père de l'un des deux de leur accorder de se marier, pour de sombres histoires de conflits, faisant appel aussi bien à l'opposition de deux nations aux cultures différentes, qu'à l'orgueil exacerbé d'un père de famille, ayant déjà décidé du sort de sa progéniture, par une alliance d'intérêts. Entendez par là que le paternel d'Akiko, dont le prestige familial était tombé aussi bas que l'un des 4 pieds d'un getabako, s'était entendu avec les parents du fils d'une famille au nom prestigieux, afin d'entretenir de futures relations commerciales avec celle-ci, et redorer le blason et l'honneur perdu de leur nom. Pour ce père, qui ne jurait que par les affaires et le désir de revenir à un niveau élevé des strates économiques japonaises, découvrir que sa fille veuille se lier avec le rejeton d'une famille sans la moindre valeur financière valable, et qui plus est coréenne, était un affront qu'il ne pouvait tolérer. Malgré les suppliques de son épouse, qui aurait préféré que son mari entende l'amour d'Akiko pour celui qu'elle avait choisi, Ryo Nobuhiko, le père d'Akiko, ne voulut rien savoir de plus concernant sa fille. Pour lui qui désirait faire sienne ses propres conceptions des traditions familiales, venues tout droit de l'époque féodale japonaise, en particulier l'ère Heian, où se trouvaient les racines de ses illustres ancêtres, de fiers partisans de la cour impériale de l'époque, il était inconcevable qu'une fille puisse désobéir à son père. Celle-ci devait obéir aux exigences de ses parents, et de la figure paternelle en particulier, sans la moindre marque de rébellion. Le refus d'Akiko de se plier à ses exigences le mit dans une fureur sans nom, et il exigea que sa fille reste enfermée dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle ait changé d'avis sur les besoins de l'union forcée qu'il avait entrepris la concernant. Mais c'était mal connaître la force d'un amour naissant et sans faille envers l'homme qu'elle désirait plus que tout rejoindre. Elle profita ainsi de la nuit pour s'éclipser, n'en savoir prévenu Minjae, qui, de son côté, était moins soumis à un contrôle parental, vivant seul avec sa sœur, puis que leurs parents furent assassinés lors du braquage d'une épicerie ayant mal tourné. La sœur de Minjae, Insun, qui était la meilleure amie d'Akiko, et surtout sa confidente privilégiée, était ravie de voir cette dernière et son frère filer le parfait amour, et elle ne pouvait qu'encourager leur désir de vivre celui-ci loin de la ville qui les avait fait se rencontrer, libérés du carcan familial du père d'Akiko. Insun leur fournit même tout le matériel nécessaire pour leur fuite, ainsi que de l'argent pour subvenir à leurs premiers besoins, malgré les réticences de Minjae, sachant les difficultés qu'avait sa sœur à payer le nécessaire pour qu'ils continuent de vivre dans des conditions décentes au sein de leur maison. Mais celle-ci fut intransigeante, et ne voulut pas entendre les objections de son frère. Tout ce qu'elle demandait en retour, c'est qu'il puisse vivre heureux, et lui donne de leurs nouvelles dès qu'il serait à l'abri de toute forme d'influence du père d'Akiko. Il ne manquerait pas de lancer des recherches pour amener sa fille à ses obligations familiales, telles que ce dernier les concevait.
En les voyant partir dans l'obscurité de la nuit, In-sun avait les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'étaient des larmes de joie. Elle était heureuse que Min-jae ait pu trouver l'amour et la liberté qu'elle s'était toujours refusé d'obtenir, tant que son frère n'avait pas trouvé la femme parfaite. Elle se réjouissait de lui avoir fait rencontrer Akiko, sa meilleure amie et camarade de classe. C'est ainsi que le périple d'Akiko et Min-jae les fit se retrouver au sein d'une forêt inconnue, après avoir parcouru de nuit plusieurs kilomètres. Exténués, mais désirant mettre le plus de distance possible entre eux et les hommes que ne manquerait pas de lancer à leur poursuite le père d'Akiko, les deux amants interdits furent attirés par la lumière d'une petite chaumière, en plein cœur des bois, qui ne leur avait pas particulièrement paru hospitalier jusqu'à présent. Et ils se disaient que ce devait être pareil dans toutes les forêts quand on les traversait de nuit. Alors, quand ils parvinrent à cette chaumière, en tout point identique au Sanka propre aux montagnes, ils espéraient trouver une âme charitable, ne posant pas de questions quant à leur présence nocturne dans ces bois, et acceptant de leur offrir l'hospitalité pour la nuit. Le temps pour eux de se reposer avant de continuer leur épopée. Après avoir cogné à la porte, une femme âgée vint ouvrir, qui rassurait les deux amoureux, anxieux de tomber sur un homme rustre, qui n'aurait sans doute pas vraiment apprécié un semblant d'intrusion au sein de sa demeure. La femme était tout sourire, portant un aori dont les cordons semblaient quelque peu élimés par le temps. Preuve que cette vieille dame ne devait pas être en contact avec la civilisation depuis déjà un bon moment. Ce qui était encore plus rassurant, car cela signifiait que sa maison ne devait pas être vraiment connue aux alentours jouxtant la forêt. Après avoir demandé à passer la nuit à la vieille dame, qui se présentait sous le nom de Isae Kobanachi, celle-ci acceptait avec grand plaisir de leur offrir un lit pour la nuit. Une fois entrés à l'intérieur, Akiko et Min-jae semblaient être entrés dans un autre monde, tellement l'intérieur était typique des valeurs traditionnelles japonaises, telles qu'elles l'étaient il y avait plusieurs années de ça. Ils eurent l'impression étrange d'avoir fait un véritable bond dans le temps en observant l'architecture intérieure, la texture stylisée des tatamis parsemant le sol, le bois ancien d'un kuruma dansu, ainsi qu'un kotatsu, au centre de la pièce, qui respirait une époque révolue. Isae leur demandait de laisser leurs chaussures dans le genkan. Akiko et Min-jae se confondirent en excuses pour cet oubli impardonnable. En même temps, se retrouver dans une maisonnée aussi atypique pour eux était tout nouveau. Leur hôte leur fit signe de se rapprocher de la kotatsu, afin qu'ils se réchauffent de la froideur qu'ils avaient dû ressentir à l'extérieur. Trop heureux de pouvoir goûter à de la chaleur, Akiko et Min-jae s'accroupirent afin de profiter de la douceur dégagée par les ondes chaudes venant de la kotatsu. Au même moment, Isae vint s'installer en face d'eux, apportant des hibachi qu'elle disposait à leur côté, afin d'accentuer la chaleur ambiante du zashiki. Elle leur demandait d'attendre un peu, qu'elle allait leur apporter du thé, et leur demandant s'ils avaient faim, précisant qu'il lui restait un peu de soupe miso, et quelques okonomiyaki. Akiko et Min-jae acceptèrent avec grand plaisir l'offre d'Isae. Celle-ci revint quelques minutes plus tard avec les plats. Affamés, Akiko et Min-jae se ruèrent dessus, alors qu'Isae les regardait, toujours parée d'un grand sourire, comme ravie que ces plats leur plaisent autant. Un peu plus tard, celle-ci leur disait qu'ils devaient être bien fatigués, et qu'il était sans doute temps pour eux qu'elle les mène à leur chambre. Akiko et Min-jae, dont les yeux trahissaient leur fatigue apparente, ne purent qu'acquiescer. Isae fit coulisser la fusuma de la pièce menant au couloir, et les emmenait donc à leur chambre. Prenant congé d'eux en leur souhaitant une bonne nuit, elle refermait derrière elle, prenant grand soin que ses mains tremblantes ne percent pas le papier de riz constituant la fusuma de leur chambre. Une fois seuls, Akiko et Min-jae furent époustouflés par la beauté de la pièce, composée d'un futon impeccable, de 2 byobu de chaque côté de la chambre, d'une chaboudaï, d'un kodana et de quelques aboutons, disséminés un peu partout sur le sol. Les couleurs, les motifs, tout était absolument magnifique. Et les deux amoureux étaient sous le charme. Ils se disaient qu'ils adoreraient que leur future maison, où qu'ils puissent aller, ressemble à celle-ci, tant chacun de ses composants ne cessait d'émerveiller leurs yeux. Mais bientôt leur fatigue eut raison de leur envie de voir plus en détail les merveilles de leur chambre. Ils se mirent en tenue pour dormir, et se couchèrent aussitôt, s'endormant presque immédiatement. Il devait bien être 3 ou 4 heures du matin quand Min-jae eut l'impression d'entendre du bruit venant du couloir, suivi de ce qui semblait être de petits rires sardoniques, presque imperceptibles. Se pourrait-il qu'Isae ne puisse pas dormir? Une personne âgée comme elle devait voir son temps de sommeil sans doute déstabilisé avec le temps. Sans compter que s'occuper de l'entretien d'une telle maison devait lui procurer beaucoup de travail. Et elle devait vraisemblablement être souvent à effectuer des tâches, de jour comme de nuit. Mais tout de même, ces rires plus ou moins étouffés le troublaient. Puis, il entendit comme des sortes de froissements sur la fusuma, comme si un poids s'appuyait sur celle-ci. Juste après, il entendait quelque chose de plus inquiétant. Ça ressemblait à des griffes qui grattaient le sol ou le plafond dans le couloir. Min-jae observait Akiko, et voyant que celle-ci dormait toujours et ne voulant pas la réveiller, il se levait discrètement, écartant doucement les draps, et se dirigeait vers le couloir, fermant derrière lui la porte coulissante.
Il faisait un noir d'encre, et il se rendit compte qu'il n'avait même pas pensé à prendre son portable pour avoir de la lumière. Il se dirigeait à tâtons, se servant des cloisons comme repère pour avancer dans l'obscurité, essayant de comprendre l'origine de ces étranges bruits perçus l'instant d'avant dans la chambre. Il continuait d'avancer, et à ce moment, il vit 2 yeux luisants, juste devant lui, semblant perchés sur un meuble que le noir lui empêchait de distinguer clairement. Au même moment, il sursautait. Une petite lumière au-dessus des yeux venait de s'allumer, et il put mieux voir ce qui se trouvait devant lui. C'était un chat, tout ce qu'il y avait de plus normal. Et il riait de sa stupidité. Avoir eu une telle angoisse pour un vulgaire chat. Alors qu'il continuait de sourire après s'être retourné afin de revenir vers la chambre, il crut entendre des sortes de craquements d'os derrière lui, suivis de pas, des pas lourds. Ce ne pouvait pas être Isaïe. Sa démarche était tout autre. Et ça ne pouvait évidemment pas être le chat. Mais alors, qui ça pouvait bien être? Isaïe ne leur avait pas dit que quelqu'un d'autre vivait ici. La sueur commençait à perler sur son visage. Pas vraiment rassuré, Minjae se retournait à nouveau, voulant savoir qui était là, et pourquoi Isaïe ne leur avait pas parlé à Akiko et à lui de la présence de cette personne. Mais en voyant la nature de cette dernière, il crut qu'il était en train de faire un cauchemar. Devant lui se trouvait ce qui était manifestement un cadavre, se déplaçant et poussant des râles rauques, et portant le chat vu auparavant sur le dessus de sa tête. Il se rappelait certaines légendes que lui racontait sa sœur quand il était enfant. Des histoires horribles, peuplées de chats démoniaques nommés Bakeneko, capables de ranimer des personnes décédées et d'en faire ses marionnettes. Pris au vif, Minjae reculait lentement, surveillant l'avancée du cadavre mené par le Bakeneko, quand il entendit un cri venant de la chambre. Un cri strident qui semblait ne plus finir. C'était la voix d'Akiko. Oubliant sur l'instant la présence du zombie du couloir, il se ruait dans la chambre. Et là, le spectacle qu'il vit le rendit aussi blême que la créature à laquelle il venait de fausser compagnie. Devant lui, il reconnaissait Isaïe, penché sur le corps d'Akiko, les mains plongées dans son corps, d'où ressortaient ses entrailles. Le lit était rempli de sang, le sang d'Akiko. Et Isaïe, elle mangeait l'intestin du corps éventré d'Akiko. Ça aussi, ça lui rappelait les histoires racontées par Insui. Des histoires parlant de vieilles femmes âgées qui étaient en fait des sorcières, se nourrissant des corps des personnes qu'elles hébergeaient chez elles la nuit. Des voyageurs fatigués ou égarés qui leur servaient de repas. Et ces sorcières avaient souvent en animaux de compagnie des Bakeneko, comme celui du couloir. Quant au cadavre, c'était vraisemblablement une de ses précédentes victimes, ranimée par le chat démoniaque. Ces sorcières s'appelaient des Yamauba, et les légendes racontaient que dès l'instant où on a franchi la porte de la maison de l'une d'elles, il n'y a plus d'échappatoire possible. On est destiné à lui servir de repas. Et une fois rassasié, notre cadavre sert de jouet à son Bakeneko. Minjae s'effondrait à genoux au sol, les larmes coulant sans vouloir s'arrêter le long de ses joues. Observant la Yamauba continuer à dévorer Akiko, pendant qu'il entendait le cadavre dirigé par l'autre créature derrière lui. Il n'arrivait plus à bouger, tétanisé par la terreur. Et bientôt il sentit la morsure du zombie lui déchirer la peau, arracher la chair de son cou, faisant couler son sang sur le tatami où il se trouvait. Isaïe s'arrêtait un instant de se restaurer, juste pour indiquer au Bakeneko de stopper le zombie. Il ne fallait pas qu'il gâte la viande, précisant qu'elle adorait les beaux jeunes hommes en dessert. La Yamauba est une représentation de la peur de l'inconnu, symbolisant cette crainte de ce qui se trouve dans des endroits obscurs et sauvages que sont les forêts et les montagnes où elle vit. Elle profite de son apparence humaine a priori inoffensive pour mieux endormir la méfiance de ceux à qui elle offre l'hospitalité. Comme rien ne peut permettre de la différencier d'une vieille femme âgée humaine, nombreux sont ceux à se laisser prendre à sa gentillesse apparente, et ne découvrent sa vraie nature qu'une fois que celle-ci s'est abattue sur eux, en pleine nuit, les dévorant vivants. Les Bakeneko, eux, sont des chats démoniaques qui se servent également de leur apparence pour tromper les humains. Leur aspect de chat mignon leur permet d'entrer dans des maisons où la famille l'ayant recueilli va vivre les pires tourments, qui ne cesseront qu'une fois leur mort arrivée. On ne peut pas chasser un Bakeneko une fois celui-ci entré chez soi, sauf si on procède à un rite qui ne peut être fait que par un moine shintoïste ou bouddhiste, et selon certaines conditions. Les Bakeneko ont souvent tendance à jouer avec les cadavres de leurs victimes, et s'en servent pour semer la terreur dans des villages. Seuls les Yamauba trouvent grâce à leurs yeux, acceptant de vivre chez elles sans qu'ils s'en prennent à elle, sous réserve que cette dernière les laisse s'amuser avec les cadavres de leurs victimes. Les zombies issus du contrôle du Bakeneko se reconnaissent au fait que ces chats démoniaques s'installent toujours sur la tête de leurs jouets quand ils les contrôlent. Mais là encore, on ne peut les déloger sans l'aide d'un rituel, sous peine de voir le zombie libéré de l'emprise du Bakeneko, errer et s'en prendre au vivant comme tout zombie qui se respecte. Mais il est temps de vous laisser.
et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.